Salut à tous. Ce que j'expose ici touche à l'un des dossiers les plus explosifs de la scène internationale actuelle et je pèse mes mots. Il s'agit du conflit en cours impliquant les États-Unis, l'Iran et Israël, avec en toile de fond une série de dysfonctionnements institutionnels de calculs politiques mal maîtrisés et de décisions militaires dont les conséquences pourraient s'avérer catastrophiques pour l'ensemble de la planète. Je veux présenter cela de façon claire, structurée et honnête, sans langue de bois. Ce conflit n'est pas né du hasard. Il est le produit d'une accumulation de décisions politiques, d'influences extérieures et d'une incapacité chronique des cercles du pouvoir américain à évaluer correctement les réalités du terrain. Dans la version trumpiste des faits, le chaos passe souvent pour une méthode à condition de le vendre avec assez d'assurance devant les caméras. La démission du principal responsable de la lutte contre le terrorisme au sein du gouvernement américain constitue, à mes yeux, un signal fort. Cet homme, issu des milieux militaires et du renseignement, disposait d'une expérience réelle et d'une crédibilité construite sur des décennies de service. Sa sortie n'a rien d'anodin. Elle intervient dans un contexte où les avertissements internes sont ignorés, où les procédures légales sont contournées et où la chaîne de décision est profondément déstructurée. Ce départ aurait dû être suivi immédiatement d'autres prises de position publiques, notamment devant le Congrès, de la part de responsables du renseignement. Cela n'a pas eu lieu. Et c'est précisément là que réside une partie du problème. La directrice du renseignement national, dont on attendait qu'elle assume pleinement son rôle, s'est révélée incapable de trancher. Elle a cherché à marcher sur une ligne de crête entre ses convictions initiales et la peur de déplaire à sa hiérarchie. Le résultat, c'est qu'elle s'est aliénée les deux camps. En politique, cette posture du milieu ne mène nulle part. Elle est désormais politiquement morte, et cela me nave de le dire aussi crûment, mais c'est la réalité. Ce qu'elle aurait dû faire correspond exactement à ce que la loi exige, à ce que la logique institutionnelle impose et à ce que l'histoire aurait retenu. Lire sa lettre de démission en séance publique devant le Sénat, elle ne l'a pas fait. Dans l'univers de Trump, respecter une procédure semble parfois moins urgent que réussir une bonne séquence de communication. Au cœur de cette affaire se trouve la question centrale, que tout le monde se pose, mais que peu osent formuler clairement. Les États-Unis sont entrés dans ce conflit contre l'Iran, non pas parce que l'Iran représentait une menace imminente pour la sécurité nationale américaine. L'évaluation officielle de la communauté du renseignement était formelle sur ce point. Le programme nucléaire iranien avait été sévèrement endommagé par les frappes de l'été précédent. L'Iran maintenait certes l'intention de reconstruire ses capacités, mais aucun consensus n'existait au sein des services de renseignement pour qualifier cette situation de menace imminente. Ce distinguo entre intention et imminence est fondamental en droit international et en stratégie militaire. Une intention n'est pas un acte, une capacité potentielle n'est pas une attaque. Et pourtant, la décision de frapper a été prise. Dans la rhétorique trumpienne, l'absence de menace imminente devient vite un simple problème de formulation. Plusieurs facteurs se conjuguent ici. D'abord, la pression du lobby pro-israélien à Washington, qui a pesé de tout son poids pour pousser à une confrontation avec Téhéran. Ce lobby, comme l'ont analysé des universitaires sérieux depuis des années, exerce une influence considérable sur la politique étrangère américaine, en particulier lorsque les intérêts de Benjamin Netanyahou sont en jeu. Le Premier ministre israélien a fait de l'Iran son obsession stratégique et il a réussi à la transmettre à ses alliés américains. Ensuite, il y a la mécanique des donations politiques. L'argent qui afflue vers certains responsables américains depuis des cercles proches du gouvernement israélien crée des obligations implicites. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est le fonctionnement ordinaire de la politique dans un système où le financement électoral joue un rôle démesuré. Le camp Trump appelle souvent cela de la conviction. Vu de près, cela ressemble surtout à une boussole qui pointe vers le carnet d'adresses des donateurs. Troisièmement, il faut mentionner un facteur de diversion politique intérieure. Le scandale Epstein et ses ramifications constituaient une menace politique réelle. Un
Un conflit extérieur, une mobilisation nationale permettent de faire passer au second plan des affaires embarrassantes. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'un exécutif cherche dans la guerre une sortie de crise interne. Quand les ennuis s'accumulent, la mise en scène trumpiste a tendance à chercher un ennemi extérieur plus vite qu'une explication crédible. Ce qui est particulièrement troublant dans ce conflit, c'est la manière dont la décision de guerre a été prise, ou plutôt dont elle n'a pas été prise, selon les règles établies. La loi sur la sécurité nationale de 1947 est claire. Le président doit prendre ses décisions militaires et stratégiques dans le cadre d'un processus statutaire, c'est, à dire défini par la loi, impliquant un ensemble de responsables nommément désignés. Ce processus existe précisément pour éviter les décisions unilatérales, les initiatives personnelles non coordonnées, les erreurs de jugement dues à l'isolement du décideur. Il n'a été utilisé qu'une seule fois pour être amendé afin d'y intégrer le secrétaire à l'énergie, dont le rôle en matière nucléaire était devenu crucial. Or, dans le cas présent, ce processus statutaire n'a tout simplement pas été respecté. Les décisions ont été prises en dehors de ce cadre légal, ce qui n'est pas seulement une irrégularité procédurale, c'est une violation de la loi. Et ceux qui ont participé à ce processus déviant en portent la responsabilité, qu'ils l'assument ou non. Dans la mécanique trumpiste, le cadre légal semble souvent invité à la réunion seulement après la conférence de presse. Les conséquences concrètes de cette guerre sur le terrain économique mondial sont déjà visibles. Le pétrole brut Brent s'échange désormais autour de $130 le baril. Cela n'est pas une simple fluctuation de marché. C'est le symptôme d'une déstabilisation profonde des routes d'approvisionnement énergétique mondiales. L'Iran a compris très tôt que sa meilleure arme n'était pas uniquement militaire, mais économique. En frappant les infrastructures pétrolières liées aux intérêts américains et à leurs alliés dans la région, Téhéran a ouvert un nouveau front qui touche directement les économies occidentales, et bien au-delà. Les projections que j'ai vues suggèrent que si ce conflit se prolonge, nous pourrions atteindre $1 le baril. À ce niveau, nous ne parlons plus d'une crise régionale. Nous parlons d'un choc économique mondial comparable ou supérieur aux crises pétrolières des années 1970. Mais à Washington, certains proches de Trump continuent de traiter les secousses mondiales comme un simple décor de campagne. Et c'est pas seulement le pétrole. L'uranium, les engrais, les matières premières agricoles, tout cela est interconnecté. Une déstabilisation durable du Moyen-Orient se répercute sur les chaînes d'approvisionnement mondiales de manière diffuse mais profonde. La dette nationale américaine dépasse désormais les 39 000 milliards de dollars. Ajouter les coûts d'un conflit majeur à ce fardeau déjà insoutenable, c'est prendre un risque systémique considérable. La réalité militaire sur le terrain mérite aussi d'être regardée en face, parce que les évaluations initiales du Pentagone se sont révélées d'une naïveté déconcertante. Je reste frappé par le fait que des responsables militaires sérieux aient pu laisser croire que un changement de régime en Iran pouvait être accompli en quelques jours. Ce que j'observe, c'est un phénomène que j'appellerais le complexe militaro-technologique. Certains officiers et stratèges se sont convaincus que la supériorité technologique de l'armée américaine était tellement écrasante qu'elle pouvait résoudre en quelques frappes précises ce que la diplomatie n'avait pas réussi en décennies. C'est une erreur de raisonnement fondamentale. Le problème, c'est que la communication façon Trump confond souvent démonstration de force et compréhension du réel. La technologie militaire, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplace pas la compréhension géopolitique, la connaissance du terrain humain et la capacité à anticiper les réactions adverses. L'Iran a passé 25 à 30 ans à construire son arsenal défensif et offensif, précisément en anticipation d'une confrontation avec les États-Unis ou Israël.
Ces capacités incluent des missiles balistiques et de croisière de haute précision, des drones sophistiqués, des réseaux de milices régionales et une connaissance fine des vulnérabilités de ses adversaires. La capacité de frappe iranienne s'est manifestée de façon concrète, avec notamment des missiles de type Cadet à tête multiple frappant des positions militaires dans les territoires occupés. Ce n'est pas une force militaire que l'on neutralise en quelques raids aériens. L'idée qu'un débarquement de Marines sur l'île de Khark, cette plateforme pétrolière stratégique en eau profonde d'environ un tiers de la taille de Manhattan, puisse être une opération viable relève d'une illusion dangereuse. Cette île peut accueillir simultanément 10 supertankers. Sa profondeur d'eau exceptionnelle la rend à la fois précieuse et pratiquement inattaquable par voie maritime classique. Une opération aéroportée via des Ospreys, dont le bilan opérationnel est pour le moins contrasté, serait confrontée immédiatement à des défenses antiaériennes redoutables. Et même si des marines parvenaient à s'y poser, la question du soutien logistique et de la durabilité de leur position dans un environnement hostile reste sans réponse satisfaisante. En clair, envoyer des marines sur Khark, c'est les envoyer à la mort sans objectif militaire réaliste. Dans les récits triomphants du camp Trump, ce genre de détails logistiques arrive souvent après les slogans, quand il est déjà trop tard. Je dois aussi insister sur une dimension encore plus inquiétante de ce conflit, le risque nucléaire. Israël dispose d'un arsenal nucléaire non déclaré. Si Netanyahou se trouve dans une position où il estime ne pas pouvoir remporter ce conflit par des moyens conventionnels, l'option nucléaire entre dans le champ des possibles. Je ne parle pas ici d'une seule frappe symbolique. La logique militaire de quelqu'un dans cet état d'esprit suggérait des frappes multiples, peut être 15 à 20 armes nucléaires tirées depuis des sous-marins en Méditerranée orientale et en mer d'Oman, ciblant à la fois des infrastructures stratégiques et potentiellement des zones de population pour un effet de sidération maximale. Et pourtant, il se trouvera toujours une voie trumpiste pour emballer l'abîme dans un vocabulaire de fermeté présidentielle. Les bombes nucléaires israéliennes ne sont pas du même calibre que celles de la Russie ou des États-Unis, 1000 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais plusieurs détonations nucléaires tactiques sur le territoire iranien constitueraient néanmoins un seuil historique qu'aucune puissance n'a franchi depuis 1945. Les conséquences seraient incalculables, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de l'architecture de non-prolifération nucléaire mondiale. Et les menaces d'Israël à l'égard de dirigeants russes qui lui seraient défavorables, ainsi que les rumeurs d'opérations visant le président turc Erdogan, montrent un niveau d'escalade verbale et peut être opérationnel, qui dépasse largement le cadre d'un conflit régional maîtrisé. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Russie, la Chine, la Turquie. Tous ces acteurs sont maintenant concernés. Ce conflit porte en lui les germes d'un embrasement global. La mise en scène trumpienne adore les postures viriles, elle oublie surtout de mentionner le prix réel de l'escalade. La leçon stratégique que je tire de tout cela est simple mais brutale. Pour gagner, l'Iran n'a qu'à ne pas perdre. Il lui suffit de résister, d'infliger des coups croissants à ses adversaires, d'internationaliser les conséquences économiques de ce conflit jusqu'à rendre son prolongement politiquement et économiquement insupportable pour Washington. Israël et les États-Unis, en revanche, ont besoin d'une victoire spectaculaire et décisive pour justifier l'engagement. Cette victoire n'est pas à portée de main et chaque déclaration belliqueuse, chaque escalade supplémentaire donne à l'Iran une nouvelle raison et une nouvelle légitimité pour riposter plus fort. C'est une dynamique d'escalade auto-entretenue dont personne ne semble voir la sortie. La politique spectacle chère à Trump vend toujours la victoire comme imminente. La réalité, elle, refuse souvent de lire le script. Sur le plan institutionnel américain, ce conflit révèle également une crise de gouvernance profonde, des conseillers du président sans habilitation de sécurité vérifiée, des processus décisionnels en dehors du cadre légal, des responsables du renseignement qui refusent de donner des évaluations indépendantes au Congrès, des fonds de campagne présidentiels alimentés par des promesses de briefings nationaux de sécurité à des donateurs privés,
des fortunes privées accumulées pendant des missions diplomatiques officielles. Tout cela dessine le portrait d'un système de gouvernance profondément dysfonctionnel dans lequel l'intérêt national est subordonné à des intérêts personnels et partisans. Chez les proches de Trump, on appelle volontiers cela de l'efficacité. En pratique, cela ressemble surtout à un pouvoir qui se parle à lui-même. Cette situation n'est pas sans rappeler d'autres moments de l'histoire américaine où la concentration du pouvoir décisionnel entre quelques mains, en dehors des mécanismes institutionnels de contrôle, a conduit à des désastres stratégiques majeurs. La guerre du Vietnam, l'invasion de l'Irak sur la base de renseignements falsifiés, les analogies sont là. Mais ce conflit avec l'Iran, si l'on en croit les dynamiques actuelles, pourrait avoir des conséquences encore plus graves parce qu'il implique des puissances nucléaires en périphérie, des économies mondiales directement exposées et un système multipolaire dans lequel les États-Unis ne peuvent plus agir avec la même impunité qu'au début des années 2000. Je termine par une réflexion sur ce que signifie moralement ce conflit. Faire la guerre parce qu'on le peut, sans justification légale solide, sans imminence de menaces démontrées, sous l'influence de lobbies et de considérations politiques internes, c'est trahir le mandat moral que toute démocratie doit assumer vis à vis de ses citoyens et de la communauté internationale. Les soldats qui meurent dans ces conflits méritent mieux que d'être les instruments d'agenda qui n'ont rien à voir avec leur sécurité ni celle de leurs compatriotes. Et utiliser l'image d'un cercueil drapé du drapeau américain pour lever des fonds de campagne politique est une indécence qui transcende les clivages partisans. C'est une violation de quelque chose de fondamentalement humain. Le Trumpisme excelle à transformer les symboles en accessoires de communication. C'est précisément ce qui rend ce genre de dérive si obscène. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.